Alors, j'invite à l'instant, je suis accompagné de Catherine Wilhelmy, que j'ai eu la chance de vous présenter ce matin, Antoine Groux, directeur scientifique de l'unité de soutien SSA Québec. Plaisir de vous accueillir pour ce panel. J'ai surtout le grand plaisir et l'honneur de vous présenter quelques panélistes. Je vais aller brièvement parce qu'ils sont des gens qui traînent des titres et des fonctions qui sont longs et longues devant eux et elles. J'y vais dans l'ordre qui est devant moi. Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Carole Jabet, je vous invite à vous asseoir. Il n'y a que 2 micros. On va se partager les micros. 3, c'est le luxe. Je pense qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. Alors, Carole Jabet dirige, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Bonjour, Carole, merci d'être là. Carole qui s'affectionne des différents salons L'Oréal des HEC. Guy Poulain, parce qu'elle le vaut bien, comme elle le dit. C'est assez futé. Guy Poulain, qui est le prochain, notre patient partenaire fidèle à l'unité. Merci, Guy, d'être là. Nicolas Baudet, ensuite, qui est directeur scientifique d'Omnimed, qui entrera la totalité des enregistrements de la journée d'aujourd'hui avec une banderole mémorable. Philippe Griboval, qui est un moins initié de l'unité, qui me fait vraiment plaisir de l'accueillir, qui est président-directeur général du CIS de la Montérégie-Ouest. Alors, pour les gens qui ne sont pas fans des acronymes, le CIS, c'est le Centre intégré de santé et services sociaux. J'essaie de me faire le devoir de déconstruire les acronymes. Philippe Lachance, qui lui dirige l'accès et l'organisation des services de première ligne au ministère de la Santé et des Services sociaux. Un grand plaisir de l'accueillir. Et enfin, Élise Boulanger, qui est une collègue médecin de famille et chercheuse aussi par la bande, qui se joint au panel. Alors, vous avez un panel complet de gens maintenant célèbres qui vont pouvoir nous entretenir sur leurs propositions relativement à l'intégration à un plan d'action qui permettra au système de santé québécois de devenir apprenant. Alors, on entre dans un monde un peu plus en profondeur, comme je vous l'avais annoncé ce matin, relativement à ce système de santé apprenant. Et on s'est engagé à leur donner quelques minutes pour nous partager un peu depuis leur persona, donc depuis les rôles qu'ils jouent dans la vie, donc que ce soit un rôle de clinicien, de chercheur, de patient, de décisionnaire, de gens d'entreprise et de hauts gestionnaires, de leur demander un petit peu, en simple, là, pour appuyer un système de santé apprenant, qu'est-ce que c'est leurs idées ou leur compréhension de ce que chacun des personnages qu'ils représentent devrait mettre de l'avant pour rendre ce système québécois apprenant. Catherine, rien à ajouter là-dessus? Et un micro allumé, absolument. C'est vrai? Il me semble que ça n'est pas fort, c'est-tu? Oui, non, on va y en trouver un autre. C'est celui-là qui ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé le micro qui ne fonctionne pas, puis ce n'est pas celui des gens du panel. Oui, c'est ça, on fait ça. Vous allez voir, le partenariat est très chaud. Alors, on y va dans l'ordre. On va commencer tout au bout, tiens, avec Carole, qui a toujours eu le temps peut-être même pas eu le temps de reprendre son souffle. Carole? J'ai au moins eu le temps de boire mon eau, merci. Excellent. Alors, du point de vue de la recherche, allons-y, on t'écoute. C'est compliqué la question, on va essayer de la faire simple. Je suis un persona, donc j'incarne le persona recherche. Alors j'ai lu les documents. D'abord, hein, ça fait ça la recherche, hein, ça lit les documents. Et puis c'est studieux, donc ça se dit ok, préparons-nous. Et dans les documents, je vais devenir sérieuse. Il y a quelque chose qui est, à mon avis, important et qui nous fédère. C'est la démarche d'apprenance. Si ça existe et si on peut le dire comme ça. Puis la démarche, c'est un cercle. Elle commence par la pratique. La pratique génère des données. Les données génèrent de la connaissance et la connaissance génère une pratique améliorée. Je pense que j'ai fait le cercle vertueux et vertueux. Et de le prendre de cette façon-là permet de comprendre au persona recherche où est-ce qu'il va s'inscrire. Alors, le persona recherche, il va commencer par s'inscrire dans la connaissance. La recherche, ça vient soutenir la génération de connaissances, ça vient soutenir l'application des connaissances et ça vient soutenir la mobilisation. Ça fait le trait d'union. Donc, je dirais, ça, c'est une des premières choses dans lesquelles on s'inscrit. Puis, on veut des exemples concrets. Alors, on va essayer d'être concret.
C'est concret, ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chercheur, une chercheuse, un étudiant, une étudiante qui ne participe pas à ce que je viens d'expliquer. Donc, je peux être en recherche fondamentale, en recherche clinique, en recherche appliquée, en recherche sur l'organisation des systèmes de santé. Ma contribution, mes travaux va s'inscrire dedans. Si je continue là-dedans, vous allez dire c'est plate ce qu'elle dit, c'est trop facile, ça marche pas. Alors quand on est un persona recherche mais un persona agence subventionnaire, on peut venir appuyer l'entreprise que vous avez embrassée. Puis on appuie l'entreprise que vous embrassez de deux façons, très concrètes. On finance, on aide au financement de l'unité soutien des systèmes de santé apprenants, financièrement puis intellectuellement. Donc, on est participatif à différents organes de gouvernance, puis on est participatif dans deux sens. C'est qu'on écoute, on intervient, on écoute, on absorbe, on dessine autour de l'unité soutien. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième message. Ce qui m'amène dans un troisième message, dans la job de tous les jours du persona que je représente. Quand on se met à dessiner des programmes, les ajuster, les réajuster, en lancer des nouveaux, on va garder dans un coin de notre tête ce système de santé apprenant qu'on va avoir. Donc là, on va commencer à s'intéresser à de quoi on a besoin pour faire ça. Si je reviens à mes données, ma connaissance, ma mobilisation, je vais avoir besoin de méthodologistes, par exemple. Il y en a plein dans l'unité soutien, mais vous en voudriez sûrement d'autres. Donc, on va orienter un certain nombre de carrières, de formations vers cette dynamique-là. On a besoin de données. Puis, on a besoin que les données qui soient collectées soient correctement animées. Donc, à ce moment-là, on va jouer de notre influence et de nos dollars pour que la donnée soit accessible et correctement organisée, pour que la donnée que vous générez soit aussi rendue accessible aux autres. Ça, c'est très important dans l'équation. Donc, cette bilatéralité, elle est tout le temps là. Et puis, je vais dire qu'on a aussi besoin, et comme agence, on avait besoin de changer, on avait vraiment besoin d'évoluer, on a besoin de se rappeler pourquoi et pour qui on fait tout ça. Donc, on se met à avoir une recherche beaucoup plus participative, qui sont des nouvelles modalités de recherche, dans lesquelles on va écouter mon voisin, on va écouter le co-animateur, puis on ne va pas écouter passivement pour faire genre semblant, genre on vous a mis autour de la table les patients, puis ça va bien aller. On les intègre dans nos propres organes de gouvernance, d'évaluation. Donc, c'est une autre façon où le persona recherche va venir en appui au système de santé apprenant. J'ai mentionné les patients partenaires qui sont absolument clés, mais on va dire les décideurs, on va dire les organismes communautaires, on va dire les municipalités. Donc, on étend le champ des actions et des acteurs qui participent à la recherche. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai utilisé mes 5 minutes, mais j'ai brossé un tableau assez large de finalement ce qu'il faut avoir, c'est apprenant en haut de la tête, puis à ce moment-là, on déploie nos actions en fonction de ça. Très intéressant, Carole. Ça fait écho à beaucoup des choses qui ont été nommées depuis. Mais je pense que normalement, je suis déjà. Oui, c'est de la haute technologie. Vous avez vu ce matin? On est dans le très haut de gamme, micro portable. Alors, ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a nommées ce matin, que tu n'as pas eu la chance d'entendre. C'est très cohérent avec ce qui a été nommé. Alors, pas beaucoup de surprises, rassurant. Et puis, on aura probablement d'autres trucs. J'ai hâte d'entendre les collègues puis voir un petit peu. J'ai quelques autres pistes qui ont été évoquées sur lesquelles tu auras certainement le loisir de revenir. Je passerai la parole à Guy Poulain, patient partenaire. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Carole est toujours aussi articulée. Moi, si je comprends bien la notion de persona, je représente les 8 millions de Québécois, là. Je l'ai bien compris, là. Les épaules viennent de me ployer tout à coup, là. Quelque chose, je vais vous dire d'entrée de jeu. Quand on parle du système de santé, puis qu'on est un simple citoyen, c'est compliqué. C'est un gros système de santé. C'est pas évident de tout comprendre ce qui se passe là-dedans et comment ça fonctionne. Vous rajoutez le monde de la recherche, là, vous venez de doubler, de tripler la problématique, juste de comprendre comment ça fonctionne, tout ça.
Ce que je veux vous dire, c'est que comme citoyen ordinaire, on se sent bien petit. Ça ne m'arrive pas souvent de me sentir petit. On se sent bien petit par rapport à toute cette question-là qui touche un système de santé apprenant. Tu te demandes par quel bout de pogner ça, là, tellement ça s'inscrit dans une complexité. Alors moi, ce que je fais dans ce temps-là pour me ramener les deux pieds sur terre, au lieu de lire, je parle avec du monde. Le monde autour de moi, le monde bien ordinaire, okay, bien correct, mais bien ordinaire. Et là, je leur demande, je m'envoie un colloque sur un système de santé apprenant. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans les yeux qui apparaissent des points d'interrogation? De quoi tu parles? Là, quand on t'explique un peu, tu veux dire, le système de santé apprend ses erreurs, il développe des nouvelles connaissances, puis il est toujours à la pointe tout le temps, là, tu sais. Puis ils me disent, bien, si c'est ça, pourquoi un colloque? C'est déjà fait. Il apprend tout le temps. Puis là, bien, ils déchantent un peu quand je leur dis, ben non. Le système de santé apprend. C'est pas qu'il n'apprend pas pantoute, mais il n'apprend pas vite, puis il n'apprend pas tout. Ça prend du temps. OK? Puis comme citoyen, puis là, j'ai vérifié cette hypothèse-là avec les gens qui j'ai jasé, très représentatif des 8 millions de Québécois. L'impression que les gens ont, c'est quand on analyse plus loin, c'est que le système de santé il est apprenant sur des affaires plus techniques, comme les médicaments, par exemple. Tu sais, il va générer des nouvelles, là, des recherches de nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, apprendre comment utiliser des nouvelles machines, là, toujours plus performantes. Mais quand vient le temps, par contre, des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, des problèmes liés à l'environnement, etc., on n'a pas l'impression qu'il apprend beaucoup à ce niveau-là, puis qu'il est encore un peu sur la lumière jaune, alors que dans les autres cas dont je nommé, c'est la lumière verte. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous habite, OK, et qui fait que ce n'est pas simple d'aborder la question du système de santé apprenant. Mais je vais me lancer, peut-être pas maintenant, mais j'aurai des idées tantôt à suggérer. Mais est-ce que j'ai encore une petite minute? Ah oui. Oui, OK, c'est bon. 37 secondes. 37 secondes. C'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut que le système de santé soit apprenant, il faut que les connaissances générées par les recherches arrivent dans le système. Et tantôt, j'aurai des idées par rapport à ça, mais je veux juste d'entrée de jeu vous dire, les chercheurs sont excellents dans le transfert de connaissances sur un élément, ils publient des articles. Alors, expliquez-moi, tantôt on pourra en parler plus longuement, pourquoi c'est un incontournable pour un chercheur ou une chercheuse d'écrire un article scientifique et qu'il y consacre temps, énergie, argent, puis Dieu sait que ce n'est pas toujours évident, et que c'est donc incontournable, mais que c'est optionnel de le vulgariser, de le présenter au grand public, de s'asseoir avec les cliniciens sur le terrain, de voir comment ça peut s'appliquer, quel impact ça va avoir dans la vie des gens. Ça, c'est optionnel. Je trouve qu'il y a comme un renversement ici, moi, qui me pose question comme citoyen. Complètement d'accord avec toi, Guy. Puis pour plusieurs patients, de participer à des études puis de réaliser après que c'est tabletté, c'est pas trippant. Non, c'est anti-pédagogique. Absolument. Excellent. On a bien fait de laisser 18 secondes de plus que les 37. C'est très pertinent. C'est percutant. On a parlé de connaissances. On s'en va peut-être un peu plus du côté de l'innovation. Du moins, c'est quoi le casque que je porte cet après-midi? Alors, je pense que tu as le bon. Celui qui est pendu, ouais, c'est ça. Bon, je peux parler de données, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à l'accès aux données. Donc, je pourrais parler longuement de mon personnel données. Je pense qu'il y en a dans la salle qui ont eu des expériences avec Omnimed et l'accès aux données. Donc, de manière plus générale, les dossiers médicaux électroniques, peu importe l'allégeance, possèdent 70% des données en première ligne. Ces données-là, c'est les données des patients. Gros party de famille en passant, 8 millions de personnes, j'aimerais ça être là. Donc, comment est-ce qu'on fait dans un système de santé apprenant pour partager ces données-là? Puis j'ai commencé à avoir une discussion enflammée tantôt avec Philippe. Comment on peut faire auprès du ministère pour collaborer, pour être capable de partager ces données-là? Puis si vous vous rappelez tantôt, quand j'ai fait l'intervention de notre table, le patient, c'est lui qui a le consentement, c'est sa donnée, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va en faire. Et d'une certaine façon, nous, là, si je mets mon chapeau d'innovation, on doit réfléchir de quelle manière on doit partager l'information une fois qu'on a eu le consentement du patient. Son consentement aux soins, son consentement au partage de l'information, son consentement à être informé des retombées
de ce qui peut survenir dans le cadre de son dossier, la participation aux études cliniques, etc. Il y aura bientôt un règlement pour les médecins de famille, un nouveau règlement de tenue de dossier. On va fort probablement, si ça n'a pas été enlevé par le comité des ordres, devoir communiquer l'information de la recherche clinique dans le dossier du patient pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Donc, on parle de données de recherche, de données cliniques, puis on parle, tantôt, il y avait Maxime Sasseville qui parlait de Patient Reported Outcome Measures. Oui, il y a plein de compagnies qui peuvent vous envoyer des formulaires, mais il faut l'intégrer au dossier médical électronique. Ça fait partie de votre prestation de soins. Puis ça fait juste 3 ans, moi, que je suis rendu du côté obscur, comme on m'a dit tantôt. J'ai été 17 ans chercheur au réseau douleur. J'ai été au ministère de la Santé sur les tables nationales. Mon rôle, c'est d'essayer de faire ce pont-là. Donc, oui, j'en ai écrit des articles scientifiques, beaucoup, et non, je ne les ai pas bien vulgarisés. Mon rôle maintenant, c'est d'être devenu un généraliste dans une entreprise, une PME, et d'essayer de transmettre cette information-là de manière à ce qu'on ait un impact sur la clinique. C'est vraiment pas facile. Je vous le dis, après 3 ans dans le privé, on doit gérer les attentes. On pense être capable de réaliser un coup de circuit, ça s'écrase, ça s'effoire. Et là, il faut reprendre et dire, OK, comment on repart la roue pour bien travailler le projet, pour être certain qu'il y a une retombée concrète, parce que les chercheurs travaillent fort. Les patients sont écœurés de remplir des formulaires. Ils ne savent même pas à quoi ça sert au bout de la ligne. Mais il faut être en mesure de ramener ça dans le dossier et en mesure de leur dire, bien, écoutez, quand vous avez participé à cette étude de diabète-là, d'insuffisance cardiaque, bien, ça a donné quelque chose. Non seulement il y a peut-être un nouveau médicament qui est disponible, mais peut-être également vous avez aidé tout plein d'autres patients à avoir des meilleurs traitements parce qu'on a amélioré les processus à cause de vos données. Donc, on a un rôle, surtout avec la loi 25, la loi 5, travailler les consentements, l'accès aux données, l'anonymisation, les modèles prédictifs qui s'en viennent. Tantôt, qui c'est qui parlait d'intelligence artificielle? On n'est plus capable d'entendre ce mot-là en innovation. On peut juste faire des statistiques de base, ça va déjà être fantastique. Okay? Donc, nous, on est là pour essayer de vous accompagner. Puis le message, c'est que oui, je suis du côté privé maintenant. On n'est pas des monstres. On n'est pas tous pareils. Les entreprises ne sont pas toutes pareilles, mais comme dossier médical électronique, là, je prends le grand terme, on est la solution au réseau de la santé et on doit ouvrir un dialogue, même si souvent il est difficile, puis on doit l'ouvrir plus tôt que plus tard. Ouais, ce que j'entends, c'est que la beauté avant l'air. Il y a une affaire qui m'interpelle dans ce que tu nommais, c'était l'importance de créer du sens autour de ce que ça donne pour les patients. C'est quelque chose, je pense, qui va aider les gens à adhérer, à consentir, à partager leurs données. S'ils comprennent à quoi ça sert, puis ce que ça donne, il y a quelque chose d'important là-dedans. Puis je pense que dans le discours, ce que tu viens d'évoquer laisse aussi comprendre pourquoi on jugeait essentiel d'avoir quelqu'un de l'entreprise du côté obscur de la force sur cette table-là. On voit de toute évidence que certaines personnes de ce côté obscur sont dédiées à rendre notre système apprenant. Je veux dire, le travail autour des données que vous contribuez à faire, puis que malheureusement le réseau peine aussi à faire, ben, c'est un travail qui vient en collaboration puis en soutien direct à l'amélioration continue de notre système. Alors, je pense que tu viens placer les choses de façon fort intéressante sur l'innovation. Merci. Philippe a déjà un micro. Est-ce que le micro fonctionne? Ouais, voilà, c'est excellent. Alors, Philippe, peut-être petite histoire. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe pour la première fois dans un colloque sur l'innovation. Et je l'ai entendu parler et pour moi, ça devenait inéluctable. Ce gars-là devait venir au symposium d'aujourd'hui. Il a dit des choses que j'ai jugées extraordinaires et que je pense qu'on ne peut pas faire autrement que vous partager parce que quand quelqu'un occupe une position comme la sienne, de PDG, de grand gestionnaire dans une grande organisation de notre réseau, et que cette personne accorde au partenariat patient la valeur qu'il y accorde et à la notion d'apprendre et de faire les choses en construisant, collectivement, je pense que c'est essentiel que vous puissiez l'entendre. Alors, je laisse parler. Je mettais Philippe à toi. C'est ce qu'on dit, mettre de la pression. Hein? Bon. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. Écoutez, moi, j'œuvre évidemment dans le domaine de la santé. Je suis PDG d'un CIS, mais j'ai aussi œuvré dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, il est sûr que je suis très, très sensible sur la dimension d'une société, d'une entreprise apprenante ou d'une organisation apprenante.
je vous dirais, vous savez, beaucoup de choses ont été dites avant moi, donc je ne les répéterai pas. Mais notre CIS, c'est 12 000 employés. C'est 550 médecins, mais c'est surtout 500 000 personnes à qui on doit offrir des soins et services. Et ça, c'est important de le retenir. Donc, on a 500 000 clients. Et pour moi, ben, il est absolument essentiel qu'on écoute. C'est clair, pas l'entendre, l'écouter. C'est très différent. Et un exemple que je vais prendre, parce que je suis assez pragmatique, on construit dans notre région, en Montérégie-Ouest, un grand hôpital à Vaudreuil. Un hôpital de 404 lits qui va coûter la modique somme de 2,6 milliards. Il était absolument essentiel que pour arriver à concevoir cet hôpital-là, que nos clients partenaires, usagers partenaires, patients partenaires, on les appellera comme on voudra, mais il faut les écouter. Et ils ont été mis dans la boucle immédiatement. Et pour moi, ben, c'est un incontournable. Et c'est d'ailleurs tellement un incontournable qu'on les implique maintenant dans ce qu'on appelle tous nos comités de gouvernance pour la transition. Vous savez qu'une institution comme un nouvel hôpital de 400 lits, on n'ouvre pas ça comme un stand à patates frites, là. Je veux dire, ça prend du temps. Et il y a plein de choses qu'il faut envisager, qu'il faut évaluer, et c'est avec le client qu'il faut le faire. Oui, on a des professionnels, les professionnels qui sont sur le plancher, qui sont sur le terrain, mais le client, lui, il le vit tous les jours quand il rentre dans l'institution, quand il rentre dans l'hôpital, quand il rentre dans les différentes installations que nous avons. On a 122 installations sur notre territoire. Donc, il faut absolument être proche de ces gens-là. L'autre élément pour la dimension apprenante, on a mis en place dans notre CIS un pôle de formation et d'innovation en santé pour nous permettre surtout de perfectionner et permettre à notre personnel d'évoluer sur le plan professionnel. Et ça, ben, ça favorise la curiosité intellectuelle aussi. Ça favorise la volonté d'aller voir ailleurs, voir ce qui se fait pour qu'on importe ces éléments-là. Je vais m'arrêter avec ce petit exemple. Lorsqu'on était en discussion pour la construction de l'hôpital, vous doutez bien qu'au ministère, et c'est tout à fait normal, avoir les coûts, ils disent, écoute, ça va-tu arrêter à un moment donné? Ça va-tu arrêter à un moment donné? Alors, à 2,6 milliards, ça commence à être beaucoup d'argent. Alors, on a dû faire certains ajustements. Alors, rapidement, on a 3 pavillons, il fallait en enlever un. Pas plus compliqué que ça, il fallait enlever un pavillon pour réduire les coûts de façon substantielle. S'il n'y avait pas eu les partenaires, les clients usagers, les partenaires du CIS là-dessus, ça aurait été très compliqué. On a assis toutes ces personnes-là. Personne n'était content. On va se comprendre, là. Il n'y a personne qui était content de dire hey, « c'est le fun, on enlève un pavillon ». Il n'y a personne qui voulait ça. Par contre, tout le travail qui a été fait avant nous a permis d'arriver à une solution originale. Et il nous a permis donc d'aller plus rapidement, d'arriver avec une solution très structurante pour l'établissement et surtout feasible, donc et manageable. Alors, je voulais vous donner ces quelques éléments-là, puis je reviendrai après. Là. Avec une notion très forte de partenariat. Hein, c'est vraiment le mot-clé. Merci, Philippe. Et d'un Philippe à l'autre, et puis la connexion ministérielle se fait tout naturellement. J'ai invité Philippe Lachance. J'aurais pu inviter beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens au ministère. J'ai invité Philippe Lachance pour une raison première, encore en lien avec la thématique d'aujourd'hui. La direction que pilote Philippe au ministère est probablement l'une des directions les plus avant-gardistes en matière de notions apprenantes. C'est peut-être à cause de l'informatisation que des porteurs comme les gens d'Omnimed avec Nicolas ont travaillé, mais qui a transformé la première ligne de façon accélérée pendant quelques années. On s'est retrouvé avec une direction première ligne tout d'un coup qui avait des données et qui s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et il me semble qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Philippe fait partie de ces personnes qui voient ça et qui ont envie de voir la première ligne s'améliorer, travailler mieux.
Alors, c'est pour ça qu'on a jugé que Philippe était probablement le meilleur porte-étendard du ministère pour vous parler. Alors, Philippe, à toi la parole. Encore là, un petit peu de pression. Un petit peu de pression, effectivement. Merci, Antoine. Je m'étais préparé quelques notes, mais finalement, les discours sont inspirants. Puis, et quelqu'un a parlé de généraliste. Je pense que c'est ce que je suis. Je suis un décideur généraliste. Donc, moi, je représente le gouvernement, les politiques publiques, les crédits gouvernementaux. Puis, je pense que mon devoir, c'est de s'assurer que finalement, on facilite la création d'un système de santé apprenant. Peut-être que le ministère devrait devenir apprenant lui aussi, puis ça, on n'est pas rendu là, bien honnêtement, mais c'est peut-être quelque chose qu'on devrait envisager dans le futur, effectivement. Mais là, on travaille beaucoup à essayer de rendre ou à faciliter cette pratique-là dans le réseau de la santé auprès de nos cliniciens, auprès des chercheurs. Puis là, c'est intéressant aussi parce que je réalise qu'on a besoin, que moi, comme décideur gouvernemental, j'ai besoin de tous ces partenaires-là pour créer ce système-là, la recherche des patients, du côté obscur, des gestionnaires du réseau, des cliniciens. Tu sais, et moi, comme j'étais un généraliste, puis je ne suis pas clinicien de base du tout, par contre, je me débrouille pas pire dans la fonction publique. Tout le monde me disait, quand j'ai commencé mes fonctions en 2019, c'est important le système apprenant. C'est important de faire de l'amélioration continue de la qualité. C'est important de valoriser les données. Puis je les croyais, là, autant la recherche, les patients, tout le monde me disait ça. Là, je me suis dit, on fait ça comment? Fait que c'était ça la question. Tantôt, quelqu'un parlait de ça. Là. On a tous des bonnes idées dans le réseau de la santé, mais le défi, c'est de les mettre à l'échelle, c'est de les déployer, puis c'est de les organiser. Fait que j'ai essayé de commencer à faire ça. Oui, excusez. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai tenté de le faire donc, dans mes fonctions. Puis, tu sais, je suis qu'un simple directeur, malgré tout. Au ministère, il y a quand même une hiérarchie spectaculaire au-dessus. Fait que je l'ai fait avec les moyens qu'on me donnait. Mais quand même, avec l'ensemble des partenaires qui m'interpellaient, on a convenu de créer une gouvernance. Une gouvernance entourant l'amélioration continue de la qualité qui permet de fédérer beaucoup de partenaires qui voulaient tous faire de l'amélioration continue de la qualité pour finalement se créer une vision commune de ce qu'était l'amélioration continue, de ce qu'était un système de santé apprenant, puis qu'est-ce qu'on pourrait construire pour en faire vraiment un vrai système global et disponible partout. Fait que on a une table de concertation. Concrètement, c'est quoi une gouvernance? C'est une table de concertation. On a mis ensemble tout le monde. La recherche, des décideurs, des patients, l'unité. Et je pense que ça commence à porter fruit. Je pense qu'on commence à apprendre à se connaître aussi. Puis on développe tranquillement, pas vite, une position qui va nous permettre, je crois, de développer des plans d'action. Les données. Je pense que le plus gros frein pour maximiser tout ça, c'est que les données actuellement, c'est très complexe. D'y avoir accès, c'est très complexe de les exploiter, ça coûte des sous. D'abord, il y a une loi qui a été votée récemment qui, je pense, va changer beaucoup de choses et qui vont faciliter grandement. Ça a été un exercice laborieux d'en arriver à là. 14 ans. Presque. Mais n'empêche, on y est, fait que tant mieux. Fait que là, il va falloir capitaliser là-dessus. Puis le diable est dans les détails, mais là, les arrangements réglementaires vont se prendre. Puis là, on va vraiment prendre conscience de l'ampleur de ce que la loi nous permet de faire. Puis ça va être assez intéressant de travailler là-dessus dans les prochains mois. Puis la prochaine étape, c'est une fois qu'on a décloisonné un petit peu l'aspect législatif de l'accès aux données, ça va être de travailler avec nos partenaires privés, puis de dire, OK, vous êtes prêts à mettre quoi sur la table pour faciliter l'accès aux cliniciens de ces données-là, puis combien ça coûte. Fait que nous, notre travail, je pense, comme décideur, on va être probablement réfléchir à des programmes de subvention, à des critères de normalisation. Fait qu'il y a une panoplie de leviers qu'on va pouvoir adapter et qui vont nous aider à, je crois, intégrer le système de santé. En tout cas, on se comprend. C'est ça. Merci. L'autre truc, je pense, sur lequel on va concrètement, pour lequel on souhaite se pencher, puis il va faciliter tout ça, c'est une culture. Hein? Bon, là, j'étais drôle, j'étais avec l'ensemble des chefs de DRMG il y a 3-4 semaines à Montréal. On a parlé dans CQ. Accueil mitigé face à cette priorité-là qu'on se donne dans ma direction. Peur de représailles, peur du Big Brother, peur du méchant ministère qui va venir dicter quoi faire. Et on a du travail à faire pour démystifier tout ça. Puis d'ailleurs, une des choses qu'on a fait aussi, puis je crois qu'il va aider, c'est qu'on s'est un peu éloigné des opérations de la Sécu. Nous, on va définir les grandes orientations, mais on a convenu avec l'unité d'un partenariat pour justement être un peu plus indépendant face à tout ça.
Mais il y a du travail à faire en gestion de changement puis auprès de nos médecins pour qu'ils réalisent finalement que c'est plus positif que négatif, tout ça. Puis là, il y a une panoplie d'autres leviers qu'on peut influencer, adapter, le programme GMF, les ententes de rémunération. Fait que, le potentiel est énorme. Voilà. Fait qu'à votre façon, vous êtes un briseur de silos dans le ministère. On essaye. Yes. Avec certains succès, clairement. Et un de ces succès, tu parlais du défi avec les cliniciens. On en a une à bord qui est là, Élise Boulanger, qui inspire une clinique médicale, qui est assez, je pense, à l'avant-garde. En tout cas, quand on la regarde aller, fait des choses intéressantes, qui a une volonté ferme d'intégrer la recherche, le partenariat patient. Je pense qu'il s'inscrit assez fermement dans ce modèle-là qui est décrit. Élise, on t'écoute et puis je serais curieux d'entendre tes réactions à la réaction du DRMG devant l'ACQ. Alors vas-y, à toi la parole. Je m'aligne un peu vers ça. Ah oui, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis médecin de famille, donc je fais principalement de la prise en charge en clinique la majorité de mon temps. Je travaille aussi en CHSLD. Et puis, donc, j'ai cofondé un GMF il y a quelques années. Et puis, je ne suis pas chercheur, juste pour clarifier peut-être un petit bémol là-dessus, mais je collabore effectivement avec des chercheurs. J'ai collaboré dans les dernières années avec des chercheurs sur différents projets. Puis ça m'a en effet permis, tant avec des fonds de recherche, puis avec l'aide de ces chercheurs-là, de pouvoir démarrer des projets qui étaient vraiment le fun, qui étaient vraiment issus de besoins du terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait y revenir un petit peu plus tard, mais auquel je tiens beaucoup et je pense qu'il est peut-être des clés pour aider un petit peu à connecter les cliniciens au système de santé apprenant. Mais quand je me faisais la réflexion, donc en préparation à ce panel, je me disais, OK, les cliniciens, en fait, sont quand même un maillon assez critique là, du système de santé apprenant. On s'entend qu'ils se retrouvent vraiment à cette intersection entre la science et les patients. C'est eux aussi qui vont générer ou mener à la génération beaucoup d'informations, beaucoup de données qu'on va avoir besoin pour apprendre dans le système. C'est à ce niveau-là aussi qu'on veut, c'est chez les cliniciens, en fait, qu'on veut amener du changement ou qu'on veut qu'ils implantent ces nouvelles choses-là que le système va nous donner. Donc, on veut quand même qu'ils soient bien... qui se sentent interpellés par ce projet-là, par cette vision-là de système de santé apprenant. Puis quand je dis clinicien ici, là, moi, je suis médecin de famille, mais je parle pour, un peu comme Guy, là, je me fais un petit peu, me mets un autre chapeau de tous les cliniciens en première ligne spécifiquement, tant les physiothérapeutes, les pharmaciens, les IPS, les infirmières cliniciennes, tout ce beau monde-là se retrouve à avoir ces interactions avec la science. Donc, puis je me réfléchissais sur mon parcours, puis je vais y arriver avec des choses concrètes aussi, mais on apprend vraiment en médecine, puis dans les soins de santé, je pense en général, quand on devient professionnel de la santé, on apprend à devenir très bon avec notre patient, donc avec la relation 1 à 1 avec notre patient. Ça, c'est super important parce qu'évidemment, c'est ça qui nous permet de l'accompagner, d'y proposer des solutions, etc. Puis après ça, on fait ça encore pendant la résidence. Puis là, on commence à pratiquer. Puis là, on se dit, OK, prise en charge, un patient, on continue dans cette histoire-là. Puis je pense qu'avec tout ça, on a perdu un petit peu de vue l'aspect de la santé de la population, l'aspect plus systémique du fait qu'on faisait partie d'un système puis qu'on ne pouvait pas l'en faire abstraction. Puis on le voit actuellement, là, dans le fond, avec la pénurie de personnel. On sait très bien qu'il va falloir qu'on change les façons de faire parce que ce n'est pas juste en augmentant le nombre de personnel qu'on va être capable de régler, les besoins augmentent, etc. Donc on a besoin que ces gens-là fassent partie du système, mais il va falloir qu'ils changent leur vision. Donc, pour en venir à soutenir le projet de système apprenant, il va falloir que ces gens-là sachent c'est quoi d'abord, parce qu'actuellement, un petit peu comme Guy, je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans les yeux des gens, des cliniciens, quand on leur parle de système de santé apprenant. Ils se disent, OK, mais je fais ma formation continue, mais les autres, ils associent ça à ça. Donc, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Donc, diverses choses, je pense, qui pourraient être mises en place pour aider ça. Bien, premièrement, je pense qu'on devrait en parler davantage dans les programmes d'enseignement. Donc, on parle beaucoup d'avoir une 3e année pour la résidence en médecine de famille. Je pense qu'il y aurait définitivement des choses du système de santé apprenant qui devraient s'y retrouver.
Ensuite, on l'a mentionné, là, l'amélioration continue de la qualité, mais c'est clair qu'il va falloir que ça fasse partie des GMF d'une manière beaucoup plus intensive, finalement, que ça devienne un petit peu comme une deuxième nature de faire des boucles d'amélioration dans les GMF. Puis là, on pourra parler après de ressources, des données, tout ça que ça va prendre pour faire ça, mais en soi, je pense que l'approche de l'amélioration continue de la qualité va être très, très importante. Puis, la troisième chose dont j'ai fait allusion un petit peu au début, c'est cette collaboration-là avec la recherche, qui pour moi été un petit peu une révélation dans les dernières années, parce que comme je dis, je ne suis pas chercheur, je suis médecin de famille, j'ai un background un peu en business avant ça, mais j'ai jamais fait de recherche, je ne me considérais pas comme chercheur. Puis, je ne me prétends pas comme chercheur non plus. Je ne pense pas que je peux arriver à être capable de faire la même chose qu'eux. Donc, je trouve que cette collaboration-là a été très, très bénéfique. Autant aussi pour nous aider à communiquer aux autres médecins, parce que souvent, on va être quelques cliniciens très, très motivés dans des milieux puis qui veulent collaborer, mais d'intégrer ces projets-là dans une clinique, ça permet de sensibiliser les autres médecins puis de les faire un petit peu changer. Puis donc voilà. Merci beaucoup. J'aimerais ça vous amener maintenant sur pourquoi est-ce que la science n'est pas intégrée dans les pratiques? Je peux juste me lancer très rapidement sur, on en a parlé tantôt, le mot recherche fait peur, puis il y a une menace et un déconditionnement automatique. Ça fait... Oui. On pourrait poser la question autrement. Pourquoi la science n'est pas au cœur de la société? La santé, c'est un volet. D'ailleurs, je vais mettre un peu de pression sur mon ami ici, Antoine. Moi, je commence à me sentir à l'étroit avec le mot système santé apprenant. C'est bien plus une société apprenante, une communauté apprenante, parce que les citoyens ont des apprentissages à faire, mais la santé ne regarde pas que le système de santé et le patient. Elle regarde l'ensemble des institutions, l'ensemble. Alors, dans ce sens-là, pour ça, je m'identifie davantage, moi, comme un citoyen partenaire qu'un patient partenaire. Mais il faut mettre la science au cœur. On ne peut pas dire on va mettre la science davantage dans la santé comme si le reste de la société n'existait pas. Là. Alors, il va falloir quelque part, là, on n'est pas encore à l'hypothèse de poser des gestes, là, de faire des suggestions, pas à ce moment-ci, tantôt. Non, on y va. Vas-y, ose. Oui, OK. Ben, quand j'ai vu cette question-là là, dans le cahier qu'on nous a remis, là, je me suis mis à rêver. Bon, moi, comme citoyen, qu'est-ce que je voudrais? Ben, d'abord, je voudrais arrêter les silos. Alors, arrêtons de faire de la santé un silo. Voyons la santé, comme je viens de dire, à niveau large, OK? Les scientifiques publient des revues scientifiques, puis je veux que ça continue. Il faut que la circulation des savoirs se fasse. Moi, je rêve d'une revue populaire des connaissances au Québec, gérée par l'État, dans laquelle tout l'état des connaissances est mis à jour régulièrement de façon simple, lisible et accessible, et que les chercheurs, dans leur financement, là, je regarde mon ami Carole ici, soient obligés d'avoir une stratégie de divulgation de leur recherche qui comprend notamment de participer à cette revue-là, de faire un résumé synthèse, d'avoir une stratégie de diffusion. Puis si tantôt, j'ai eu une discussion avec un chercheur, ce n'est pas tous les chercheurs qui sont à l'aise avec la communication, la vulgarisation, mais ça fera partie du projet de recherche, d'en trouver. Puis je me dis, bien, les chercheurs, quand ils rentrent à l'université, les gens qui font leur bac, leur maîtrise, etc., c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'écriture, mais ils n'ont pas le choix de l'apprendre parce qu'ils vont faire des demandes écrites de financement. Puis, une dernière solution rapidement, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Une des choses que beaucoup de gens se posent comme citoyens, pour employer un terme des fonds d'échec, que ça donne. Qu'est-ce que ça donne, la recherche? Bien, moi, j'aimerais ça parce qu'au Québec, on est fort sur les projets pilotes, on est fort sur les initiatives. Puis moi, je salue ça parce que c'est comme ça qu'on change tranquillement et lentement, mais qu'on change les valeurs d'une société. Mais je trouve que ça ne va pas assez vite. Alors, moi, j'aimerais ça qu'il y ait aussi, on parle toujours de la recherche et du financement, qu'il y ait des montants prévus pour aller voir 6 mois, 1 an, 2 ans après la recherche, voir où on en est rendu. Est-ce que ça a eu un impact? Oui, lequel? Non, pourquoi? Et ça devient des informations intéressantes pour financer les projets de recherche, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Très intéressant. Je vais te rassurer sur la pression que tu nous mets. Hein. SSA, vous savez que ça veut dire Société en santé qui apprend. Hein? C'est très clair. C'est ça, le SSA, là, je me dis comme ça. Puis vous allez le voir, on a même la preuve, là, la présentation suivante avec la mairesse de Longueuil. C'est exactement là-dessus qu'on s'aligne. Alors, petit scoop pour les intéressés. Et je n'ai pas parlé avec la mairesse.
Je vais revenir aux questions à la salle, si vous permettez. On va continuer le panel ici. Quelqu'un veut réagir à ça? C'est sûr qu'après Guy, c'est toujours gênant de parler, mais quand même, il y a d'autres gens qui ont des bonnes idées. Ben, moi, écoutez, quand je suis arrivé au CIS, on me bombardait de toutes sortes d'études qui avaient été faites, d'analyses. Je ne comprenais pas. Et là, je dis, ça ne marche pas. Là. Si moi, je ne comprends pas, là, il doit y avoir un maudit paquet qui ne comprennent pas. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut absolument simplifier ça. C'est ce qu'on s'applique à faire. Et je pense que vous l'avez dit très justement, il faut qu'on voit l'output. Qu'est-ce que ça donne? Où ça nous amène? Alors, je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. J'irai peut-être vers un autre. On va continuer le tour, je reviens là-dessus. Mais Santo, moi, là-dessus, je suis sûr que Carole va vouloir réagir là, sur l'impact. Je suis convaincu. Moi, j'étais curieux de l'entendre, puis on reviendra ensuite en impact vers le clinique directement. Carole, vas-y, je vois tes yeux. C'est sûr que je me sens comme pas mal directement interpellée. Là. C'est comme. Je me sens un peu petite d'un seul coup. C'est pour ça qu'on a compris du panel. Oui, non, c'est ça. D'abord, je vais peut-être un peu rembobiner les propos qu'on a parce que c'est super intéressant. On parle de système de santé apprenant. Derrière, on va se le dire, il y a quand même beaucoup de démarches systématiques d'amélioration de la qualité. Puis une démarche systématique d'amélioration de la qualité, ce n'est pas la recherche avec le grand la de toute la recherche. Alors déjà, c'est point numéro 1. Pourquoi? Parce que je vais vous relancer la balle. C'est comme de temps en temps, je les prends, je les relance. Donc, on dit, ben oui, c'est vrai, tu sais, chercheur, chercheuse, fait ça publie, communique pas bien, c'est vrai, puis je vais y revenir après. Cela dit, je pense que dans l'aventure qu'on entreprend tous ensemble, il va être absolument tout aussi important qu'on voit les cas concrets qui sont générés par l'unité soutien. Qu'est-ce que ça donne à la fin de la journée? Qu'est-ce qu'on a changé? Pourquoi c'est important de faire de l'amélioration de la qualité? Quels sont les gains qu'on a faits, à la fois pour le système de santé et puis pour le patient? Donc, je nous mets en garde là-dedans de ne pas l'échapper, cette communication-là, dont on a vu qu'elle ne fonctionnait pas bien du côté de la recherche et puis qu'il ne faut pas oublier de faire la liaison. Revenons du côté de la recherche. Alors, le monde n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, puis on se bat, puis on s'arrache les cheveux parce qu'on continue à dire c'est pas que des impacts facteurs, et puis c'est pas que des indiçages, et puis c'est à la fin de la journée. Tout ce que les comités de pairs continuent à faire, là, c'est même s'ils n'ont pas le droit, c'est tellement plus facile d'aller regarder un nombre que d'aller regarder c'est quoi la publication qui a un impact. Donc, on a tous une responsabilité là-dedans. Carole, tu ne peux pas t'en défausser comme ça, c'est pas les autres qu'on tord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on fait. Je n'ai pas besoin de parler quand Carole est sur un panel, elle se pose des questions, tout ça, j'adore. On y va dessus. Elle le vaut bien. Ça fait longtemps que je fais cette job-là. C'est pas si longtemps, mais je suis jugée partie. Puis j'ai pas mal d'autocritique et de dérision, alors ça marche bien mon affaire. Donc, il y a des affaires qu'on essaye de faire. Dans les affaires qu'on essaye de faire, qui ne sont pas au niveau des équipes de recherche, mais qui sont au niveau des établissements et ou des réseaux. Puis ça, c'est important parce qu'on a besoin de la collaboration des établissements de santé. C'est ce qu'on appelle des récits d'impact. Alors, ça a l'air barbare, un récit d'impact, mais ce n'est pas barbare. C'est comme, j'ai donné un financement il y a 5 ans, puis qu'est-ce que ça a généré? Pas seulement comment il a fait un effet levier, ce que notre ministre de l'économie va adorer, c'est comme qu'est-ce qu'on a été capable concrètement de déployer, quel chemin ça a pris, puis comment ça a atterri. Puis ça fonctionne. J'étais au CIUS de l'Estréchus il y a 4 semaines de ça. C'était de toute beauté de voir comment finalement un financement qu'on avait donné il y a 5 ans finit par dire, tu sais, ma petite bouteille de supplément protéiné qu'il n'y a aucune personne âgée qui veut prendre parce que c'est trop de volume, c'est trop compliqué, ça ne marche pas. Mais finalement, on a réussi à le segmenter. On le donne comme on donnerait un médicament, à la même heure qu'on donne un médicament, fractionné, puis ça marche super bien. C'est extrêmement concret, c'est facile à comprendre et c'est ce que ça permet de faire. J'aime beaucoup la proposition qui est faite par Guy de dire « Je peux-tu avoir une tribune ?» Puis oui, une revue, puis tout ce qui va autour où on peut mieux diffuser ce genre d'éléments-là.
je rembobine une dernière fois et je laisse la parole aux collègues. Je pense qu'il y a une question qu'il ne faut pas échapper non plus si on veut vraiment embarquer le monde et si on veut embarquer la science, c'est what's in it for me? Et le for me, c'est chacun d'entre nous. Donc, il faut que chacun trouve son compte dans le voyage qu'on est en train d'entreprendre. Puis, c'est ce qui a été dit à un moment donné. C'était le fun pour moi, finalement, de travailler avec des chercheurs. C'est comme ça a fait avancer dans ma pratique, dans mon GMF. Puis, je suis sûre que l'équipe de recherche était comme, c'est le fun, là, c'est comme, on a vu ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. Et puis, la façon de poser notre hypothèse est différente. Alors, c'est sûr, tu sais ce que je vais dire. C'est notre voyage de santé durable. Notre santé durable, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus inclusive. Puis j'espère que la recherche va se disséminer. Rémi m'en voudrait si je disais que favoriser la science en français va résoudre une partie aussi du challenge qu'on a. Il faut qu'on puisse fonctionner dans notre langue. Puis fonctionner dans notre langue nous aide aussi à avoir d'autres niveaux pour véhiculer le propos qu'on a à véhiculer. Je me tais. Très cohérent, très inspirant. Je pense qu'Élise voulait réagir aussi. Oui, je voulais peut-être parler, je reviens un petit peu encore à la première ligne, mais que souvent, comme clinicien en première ligne, on se retrouve avec des données de la science qui viennent de partout. Donc, la quantité est incroyable à absorber et pas toujours des données non plus qui sont facilement applicables à nos patients. En première ligne, on fait face à des gens qui ont souvent plusieurs maladies chroniques en même temps. Et puis, c'est souvent pas comme ça que la science, la recherche fonctionne. Donc, on se retrouve à devoir... Donc, c'est là que l'art de la médecine ressort. Puis, les gens finissent par développer un petit peu chacun leur façon de faire. Puis, donc, ça, je pense que c'est une des choses. Il faut reconnaître la spécificité de la première ligne puis continuer à soutenir la recherche vraiment sur des patients qui représentent les vraies personnes, le vrai monde, la vraie façon qu'ils vivent, qui ne prennent pas leurs médicaments, qui ont plusieurs maladies en même temps, puis des issues qui sont importantes pour elles. Je pense qu'il y avait ces discussions-là aujourd'hui, déjà sur les PREM, les PROM et ces choses-là. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre chose parce que si on revient à la question, là, j'avais plusieurs points là-dessus, parce que je me sentais vraiment concernée. Inspirée. Donc, pourquoi ce n'est pas intégré aux pratiques de santé? C'est qu'il y a quelque chose aussi que j'ai lu qui a été publié il n'y a pas si longtemps qui disait que ça prendrait à peu près 26 heures à un clinicien en première ligne pour faire à peu près tout ce qui est recommandé pour ces patients sur un lot de patients qui tient. Je parle des soins préventifs, des soins aigus, des soins de dépistage, les maladies chroniques et tout ça. Évidemment, ça ne fait pas de sens. C'est plus que 24 heures. Il faut dormir, faire d'autres choses à un moment donné. Puis qu'évidemment, bon, il y avait le fait que puis ce qu'ils avaient regardé, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient regardé si on divisait ça puis on rajoutait d'autres professionnels de la santé, là, ça devenait un chiffre qui était beaucoup plus acceptable. Mais ça fait juste montrer la quantité de choses qu'il y a à retenir et le fait qu'il nous manque beaucoup d'outils, dans le fond, des outils de transfert de connaissances avec notre patient directement qui sont facilement utilisables, soit intégrés au DME, pour faciliter ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui je pense qu'il va falloir continuer à développer et investir là-dedans. Puis des outils de décision partagée aussi, parce que c'est vraiment... la médecine ne se pratique plus comme avant, de dire, voici, tu viens, je te donne tes pilules, puis tu t'en vas chez vous. C'est de la décision partagée. On doit expliquer aux patients qu'est-ce que ça va faire, tel médicament, etc. Donc, ça, beaucoup de cliniciens manquent ces outils-là, donc c'est très difficile pour eux de les partager. Puis, j'avais un autre point que là, j'oublie, mais ça va peut-être... C'est intéressant, puis on en a parlé beaucoup ce matin. La chose que tu laisses entendre, puis tu me corrigeras si j'entends mal, c'est aussi un certain accompagnement, un certain soutien dans cette intégration de la science dans la pratique. Oui, les guides, en fait, ce que tu nommes, là, ce sont des exemples d'accompagnement, mais il y a un accompagnement humain aussi dans la gestion de changement. Puis je viens de me souvenir de mon autre idée, c'est que c'est difficile de changer ces comportements-là du moment qu'ils ont été comme établis. Hein? Les cliniciens vont commencer, ils ont une façon de faire, puis là, c'est resté dans leur tête. Puis évidemment, comme en première ligne, c'est tellement vaste ce qu'on doit couvrir que
bien évidemment, tu ne peux pas toujours savoir tous des détails de chaque chose. Alors, il faut, donc, les gens utilisent leurs automatismes, leur façon de fonctionner, etc. Puis changer ces choses-là, c'est difficile. Je peux donner juste un exemple. Personnellement, on a un atelier au Collège québécois des médecins de famille qui s'appelle Pratique éclairée, qui est très, très intéressant, qui touche la pertinence, puis qui aide les cliniciens à changer leur pratique, vraiment étudier les données probantes, les gradations des recommandations, etc., pour vraiment bien conseiller les gens. Puis, donc, j'ai suivi cet atelier-là. J'ai même été formatrice quelques fois. Puis là, il a passé 3-4 ans. Puis, on voit on dirait qu'on glisse, on reglisse vers des pratiques des fois. Puis là, je l'ai refait. Je dis, OK, je suis revenue. Puis, se recentrer, donc ça, c'est humain, exactement. C'est le comportement humain. Puis ça, ben, ça va continuer d'être là. Donc, il faut que les outils, la technologie puissent nous soutenir là-dedans. Je suis certain que Philippe Lachance veut... rapidement, parce que le temps file. Mais par défaut, je pense que la science, c'est de l'innovation. Puis de l'innovation, ça sort des sentiers battus. Puis tout ce qui est en dehors des sentiers battus, ben, ça ne fit pas dans le quotidien. Puis d'un point de vue ministériel, mais ça ne fit pas dans nos règles administratives, de gestion budgétaire, contractuelle. Ce qui fait que on le disait tout à l'heure, tout le monde dit que c'est une bonne idée de faire de l'amélioration continue, d'exploiter les données, mais comment? Comment? Puis défaire ces contraintes-là, mais c'est un défi de tous les jours. Puis c'est souvent plus facile de contourner l'innovation, puis de peut-être pas mais en tout cas, ça prend un certain courage managérial pour les déployer. L'autre chose, c'est que ça rejoint un peu les propos de mes collègues, là, mais il y a un manque de synchronisation quand même, je pense, entre la recherche, la science et nous, au ministère, du moins. Je ne sais pas si pour les collègues cliniciens, c'est pareil, là, mais ça va vite. On est sur des cycles de 4 ans, puis souvent, soit que notre intérêt pour la recherche est à un endroit, mais les chercheurs sont rendus ailleurs. Et là, finalement, on se rejoint difficilement. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Puis on ne se connaît pas bien, c'est pas les mêmes règles, pas les mêmes termes, c'est pas les... Ouais. De mon expérience ministérielle, le cycle de 4 ans se résumait souvent en un cycle de 4 heures. Alors ça, c'est le temps qu'on avait pour donner une réponse ou livrer une information, ce qui n'est certainement pas aidant pour intégrer la science dans la pratique des décisionnaires, en effet. Alors ça, j'y suis très sensible. Je pense, Carole, tu voulais réagir? Parce que je pense que c'est important ce qui vient d'être dit, parce qu'on va être capable de le défaire si on est capable d'avoir des équipes qui sont non pas multidisciplinaires de disciplines scientifiques, mais multidisciplinaires d'acteurs. Puis je pense que, en tout cas, je suis peut-être moins découragée, c'est dans ce que j'observe, dans les dossiers qu'on a, les relations qu'on a avec le ministère de la Santé, c'est quand même de plus en plus étroit. On a puis ça, je pense que ça nous aide aussi. Puis c'est pas vrai pour la première ligne. Je suis vraiment attentive à ce que Lise disait parce que c'est vraiment beaucoup moins vrai de la première ligne. Mais en spécialité, sur spécialité, on a beaucoup de programmes qui sont amorcés par le ministère, par le besoin du ministère. Puis ça, je pense que ça raccourcit un petit peu le cycle recherche. On sait ce qu'on veut aller chercher, la connaissance qu'on veut aller chercher, la génération. Donc, ça nous aide. Avec la première ligne, puis là, je ne parle que pour moi, absolument pas la communauté de recherche que je représente, mais puis je pense que Lise l'a dit, c'est comme un milieu qu'on connaît moins bien, qu'on appréhende moins bien. Historiquement, la recherche s'est construite dans les établissements hospitaliers, donc les liens se sont mieux établis. Des changements de loi qui ont fait rouspéter, ont favorisé quand même des passerelles. Moi, j'ai appris l'amélioration continue, sur les hospitalisations quand j'étais au CHUM, parce que c'est des cliniciens qui m'ont dit, tiens, c'est ça qui se passe, puis ça existe, la recherche évaluative, by the way, là, tu sais. Donc, c'est vraiment comme, il y a une culture qui est différente, mais en première ligne, ce branchement historiquement au Québec n'a pas été fait, puis il y a comme une urgence à aller l'accélérer. Absolument. La démocratisation de la recherche, c'est pas juste entre le monde de la recherche puis les patients, c'est aussi entre le monde de la recherche puis la première ligne. Et le décideur. Puis ça résonne aussi beaucoup avec, on a eu beaucoup de présentations ce matin qui portaient sur les projets issus du programme Patient, qui est un programme qui fait vraiment écho à ce que vous venez de nommer, qui met vraiment tout le monde à bord et qui essaie notamment de conjuguer
les time frames, les échéanciers du monde des décisionnaires et du monde de la recherche. Alors, on ne dit pas aux décisionnaires, c'est vous qui avez raison, il y a la recherche chez vous. On essaie de trouver un terrain d'entente où tout le monde y gagne, où les impacts peuvent être mesurés en continu, puis où l'accent est mis sur les impacts, mais en même temps sur la construction de savoir. Alors, c'est vraiment toujours cette espèce d'équilibre délicat, et c'est là où l'unité essaie de contribuer à créer cette dynamique dont vous parlez tous et toutes. C'est très inspirant. Il y a Guy qui a voulu réagir, puis ensuite je reviens à toi, Nicolas. Un court commentaire. Moi, je siège dans plusieurs endroits, il y a des patients, des citoyens partenaires, puis en général, ils sont très sensibles à la condition psychologique et émotive du personnel soignant. Ils sont très, très sensibles à ça, évidemment parce qu'ils vivent les impacts, c'est leur contact. Alors, c'est sûr que tant que le système de santé va être un peu en difficulté à ce niveau-là, ça va être difficile d'inclure plus de sciences, plus d'innovation, parce que quand tu ne files pas bien ou tu as l'impression que ton milieu est un peu stressé, bien, embarquer d'autres éléments auxquels il faut s'adapter, parce que les innovations, on s'adapte, c'est positif, ça vise le positif. Alors, je pense qu'un des éléments de prévention en amont, c'est d'assurer le plus possible la qualité de vie du personnel pour être capable qu'il retrouve cette marge de manœuvre-là, d'être capable de recevoir des innovations. Puis que ce soit plus pertinent pour les patients et les citoyens partenaires. C'est un facteur majeur. Ce n'est pas pour rien qu'on poursuit le quintuple objectif qui inclut ce bien-être des ressources humaines en santé et services sociaux. C'est un key feature. On comprend que les enjeux sont grands, la pénurie, etc. Là, je ne nie pas ça, mais il faut leur faire plus de travail encore. La santé, ce n'est pas juste la responsabilité des médecins, c'est la responsabilité individuelle puis de tout le monde. Je vais laisser Nicolas réagir parce qu'il voulait répondre, puis je vais faire écho à ce que tu viens de nommer, Guy, puis par rapport à ces ressources humaines, j'y reviens dans un instant, mais Nicolas, tu voulais intervenir. Je vais faire... Je vais essayer de donner un exemple concret qui va faire peut-être le lien de tout ce qu'on a dit. Ça nous a pris 1 an et demi de trouver une solution pour faire accepter un projet de recherche. Et la solution, ça a été de ne pas parler de recherche. Okay. Et donc, non. C'est parti avec le Fonds d'accélération des collaborations en santé. L'Institut Cardio a eu 10 millions pour faire une étude clinique. Bien, plus que ça, mais il y a une étude clinique sur 10 000 patients diabétiques. OK? Notre Jean-Claude Tardif national, on n'aime pas, mais Jean-Claude, il a des bonnes idées, il essaie de les pousser. Il essaie de recruter 10 000 patients pour faire comme un McMaster, des grosses études de cohorte, parce que l'Institut Cardio de Montréal reçoit beaucoup de problèmes cardiovasculaires, puis il y a beaucoup de diabétiques qui ont des gros problèmes cardiovasculaires. Et là, on met en place toute l'étude, toute la stratégie. Il commence à présenter dans les GMF. Bon, on a eu une petite fenêtre là, avant que tout le monde, comme je disais tantôt, saigne du nez puis des oreilles dans les GMF, qui a pris le temps de faire de recherche. On a eu une petite fenêtre pour commencer à présenter le projet. La réception pour le projet, elle était mauvaise. Pourquoi? Parce que les gens ils disaient, c'est une étude qui va durer 2 ans, ça risque de servir, mais on est qui, nous? Un patient parmi 10 000. Qu'est-ce qu'on va avoir comme retombée, etc. Donc, on se creuse les méninges, ce n'est pas le fun quand ça n'avance pas un projet. Maintenant, on a un deuxième projet qui arrive du CHUM avec Pavel Hamet et Joanne Tremblay sur les risques polygéniques pour évaluer tes facteurs de risque à décompenser, donc à avoir des complications si tu as le diabète. Un test génétique, bonne chance. Les médecins ne comprennent pas tous comment utiliser un test génétique, puis j'ai peur d'utiliser ça. Si je ne l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu me faire poursuivre si on me dit que le test génétique dit que tu es à risque de complications et que je n'ai rien fait? Alors déjà, un deuxième stress là-dessus, et pourtant, toutes les preuves scientifiques sont faites. L'acceptabilité a été testée, elle reste à finir. Ça ne passe pas encore. Troisième projet de diabète, Dr. Hussein Madar, ici, endocrinologue, qui a fait son postdoc à l'INES, qui a travaillé sur le COMPA, sur les projets COMPA de l'INES. Lui, il se ramasse en Abitibi. Merci d'aller aider l'Abitibi. Et là, il se ramasse à être une masse critique d'endocrinologues qui sont 2 pour gérer l'Abitibi puis tout le diabète. Et là, il me dit, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'éducation en protection cardio-rénale, aller aider toute notre première ligne au niveau du traitement? Et là, il m'a dit, il faut qu'on fasse des dashboards, des tableaux de bord, puis il faut que le clinicien pèse sur le piton, que ça le génère, puis qu'il n'y ait pas de stress. Puis on va aller chercher l'industrie pharmaceutique, payer les infirmières dans les cliniques. Mais là, ça commence à passer. Et de fil en aiguille,
Là, les gens sont intéressés à recruter pour une étude de 10 000 patients de diabète. Et là, sont intéressés à la génétique tout à coup. Ouais. Donc, ça a pris 1 an et demi et 3 projets pour réussir à aboutir. Merci, Nicolas, parce que je pense que c'est un projet qui, effectivement, en le décrivant comme ça, rejoint plusieurs des éléments qui ont été donnés et des enjeux qui ont été soulevés. Le temps ayant filé et vous ayant été extrêmement inspirant et verbomoteur, je vais vous proposer qu'on mette un terme à ce panel parce qu'on arrive à la fin. En fait, on a dépassé un peu notre temps. En vous remerciant infiniment de ces commentaires, de ces positions, de ces échanges. Je pense que c'est très en cohérence avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous mettez aussi bien la table pour ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. Un immense merci à vous toutes et tous. Merci d'être là pour rendre notre système apprenant avec nous autres. Vous êtes des leaders dans vos domaines. Continuez, on a besoin de vous. Catherine? Rien à ajouter? Bien.